En quelques mois à peine, le Burkina Faso a rompu avec ses partenaires occidentaux traditionnels, presque sans fracas visible. Derrière ce calme apparent, un choix radical se dessine. Parier sur Cuba et le Venezuela pour redéfinir sa souveraineté diplomatique. Que signifie vraiment ce virage pour une population qui voit Ibrahim Traoré promettre de décider enfin sans tutelle extérieure? À quel point un petit État sahélien peut-il, par ce détour discret mais assumé, déplacer les lignes de pouvoir qui encadrent depuis des décennies le destin politique du continent africain? Le tournant engagé par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré s'accompagne d'une promesse présentée comme centrale: replacer la souveraineté au cœur de chaque décision stratégique. Cette orientation, portée par l'idée d'un pays capable de décider pour lui-même, repose sur une ambition simple: créer un modèle où les alliances ne dictent plus les priorités nationales. Le bénéfice attendu pour les citoyens tient dans une perspective de 10 mots: un État qui délibère sans pression extérieure directe. Pourtant, cette promesse s'inscrit dans un contexte instable où les risques demeurent élevés et les réactions internationales imprévisibles. Les soutiens y voient une opportunité rare de sortir d'un cycle de dépendance, tandis que les critiques rappellent les possibles sanctions et la perte d'appui traditionnel. Un micro-hook apparaît alors. Si le pays avance véritablement vers une autonomie assumée, parviendra-t-il à transformer ce pari symbolique en fondation durable, ou se heurtera-t-il à une adaptation plus longue que prévu dans une scène géopolitique saturée de tensions? Le mini-révélateur mis en avant par les conseillers d'Ibrahim Traoré repose sur un constat chiffré qui tranche nettement. Près de 40% des pays africains seraient aujourd'hui en situation de surendettement. Cette donnée, utilisée comme point d'appui, sert à illustrer une fragilité structurelle que les partenariats traditionnels n'ont pas su corriger. Elle devient la première pièce d'un récit plus large, dans lequel la dépendance accumulée au fil des décennies apparaît comme un obstacle récurrent aux ambitions nationales. À partir de ce repère, les partisans du nouveau cap diplomatique soutiennent qu'un repositionnement profond devenait inévitable, estimant que les cadres anciens ne pouvaient plus répondre aux besoins internes du pays. Cette lecture amène ainsi à un second révélateur. La diversification des alliances offrirait des marges de manœuvre qu'aucune structure héritée ne permettait jusqu'ici. Dans ce contexte, le rapprochement avec Cuba et le Venezuela n'est pas seulement décrit comme un choix stratégique, mais comme un geste symbolique destiné à redonner de l'autonomie à un État longtemps contraint par des mécanismes extérieurs. Les soutiens d'Ibrahim Traoré affirment que la coopération cubaine dans la santé pourrait renforcer un système médical fragilisé, tandis que l'expertise vénézuélienne en matière énergétique offrirait une piste pour atténuer des pénuries récurrentes. Cette dynamique encore limitée mais présentée comme prometteuse est utilisée pour illustrer qu'un chemin alternatif reste possible malgré un environnement international tendu, les tensions persistantes entre blocs politiques, la multiplication des pressions externes ou la crainte de représailles économiques ne sont pas niées. Elles constituent au contraire la toile de fond sur laquelle ce repositionnement prend forme. Ainsi, la réorientation diplomatique engagée par le Burkina Faso s'inscrit dans une séquence où chaque élément, dépendance passée, recherche d'autonomie, alliance alternative, s'imbrique pour produire une rupture progressive. L'ensemble esquisse un mouvement où le pays teste les limites d'une diplomatie moins dépendante tout en naviguant dans un paysage géopolitique saturé d'incertitudes. Au cœur de cette transition, la figure d'Ibrahim Traoré devient le point d'ancrage d'un récit où la souveraineté n'est plus un slogan, mais une direction assumée. Ses soutiens décrivent un dirigeant qui dépasse son rôle militaire pour incarner une volonté de redéfinition nationale. Cette perception se nourrit de premiers signaux jugés encourageants, bien que modestes, dans deux secteurs clés, la santé et l'énergie. Un premier micro-case apparaît dans les échanges relayés par ses partisans. L'arrivée potentielle de compétences cubaines dans les services médicaux est présentée comme un début de consolidation, notamment pour renforcer un système longtemps fragilisé par le manque de moyens. La démarche reste embryonnaire, mais elle sert d'illustration à une idée simple. Une coopération non conditionnée pourrait ouvrir des marges d'action difficiles à obtenir auprès de partenaires occidentaux.
Un second micro-case touche au domaine énergétique. Là encore, les résultats demeurent limités, mais l'expertise vénézuélienne est évoquée comme un levier possible pour atténuer les difficultés liées à l'approvisionnement. Cette piste, encore théorique, nourrit néanmoins la conviction que des solutions alternatives peuvent émerger si elles s'appuient sur des partenaires partageant une même logique de résilience face aux pressions externes. Ces signaux, bien que fragiles, alimentent une question qui traverse les débats. Jusqu'où cette dynamique peut-elle réellement modifier les trajectoires internes du pays ? En d'autres termes, ce point souligne que l'autonomie reste encore à démontrer sur le terrain. Le basculement diplomatique du Burkina Faso se construit par une suite d'étapes rapides, presque mécaniques, où chaque mouvement entraîne le suivant. Le point de départ se situe dans une prise de conscience formulée publiquement. Les partenariats occidentaux, malgré leur longévité, n'ont pas apporté les réponses structurelles attendues. Cette idée, martelée dans les discours adressés à la population, agit comme un déclencheur. Elle rompt un équilibre ancien. Elle pousse la transition vers une redéfinition assumée des priorités. C'est l'activation. Dès ce moment, Ibrahim Traoré et ses soutiens présentent la dépendance passée comme une entrave. Le récit s'alimente d'arguments répétés. Manque de résultats durables, conditionnalité trop rigide, marge de manœuvre réduite. Le diagnostic circule dans les messages officiels. Il expose une contrainte profonde. Il légitime l'urgence d'une rupture. Rapidement, la décision d'explorer d'autres alliances devient la séquence suivante. Le pays regarde vers Cuba et le Venezuela. Le geste reste prudent. Mais il rompt un schéma ancré depuis des décennies. C'est la montée. Lorsque le rapprochement s'affirme, la tension augmente. Les partisans parlent d'opportunités. Les observateurs évoquent un pari risqué. Les critiques anticipent des pressions externes. Les réactions internationales ne sont pas encore détaillées, mais leur possibilité suffit à rendre la trajectoire plus nerveuse. À ce stade, la scène se charge d'incertitudes. La coopération avec Cuba en santé est présentée comme une alternative crédible. Elle promet une expertise fondée sur la prévention, un modèle façonné malgré les sanctions. La coopération avec le Venezuela se profile comme une seconde ligne. Gestion énergétique, résilience sous contrainte, expérience utile face aux pénuries locales. Ces deux pistes symbolisent un déplacement du centre de gravité diplomatique. Elles marquent l'entrée dans le climax. Ce climax prend la forme d'un pari double. D'un côté, le Burkina Faso espère que ces alliances fourniront des bénéfices concrets. Un système médical renforcé, des pénuries d'électricité atténuées, des services publics stabilisés. De l'autre, il se prépare à affronter des réactions extérieures pouvant perturber ses efforts. Le pays ne navigue plus dans un cadre prévisible, il avance dans un espace où chaque pas peut déclencher une réponse géopolitique. Le récit se tend, les discours insistent sur la capacité de résistance. Il rappelle que Cuba et le Venezuela ont continué à fonctionner malgré leurs propres contraintes. L'exemple sert de justification. Il devient un miroir dans lequel le pays tente de se projeter, puis vient la phase de retombée. Les premiers résultats restent modestes. Les soutiens y voient des signaux préliminaires, pas encore des transformations. La santé montre des possibilités, mais pas encore des impacts massifs. L'énergie reçoit des pistes, mais pas encore des solutions stables. Les critiques soulignent ses limites. Les partisans répondent que tout changement structurel exige du temps. La dynamique s'installe dans un entre-deux. Elle n'est plus au moment du choc, mais pas encore dans la consolidation. La démarche avance pas à pas. Elle teste la résistance du pays aux incertitudes internationales, elle mesure la solidité du choix souverainiste. Elle organise une transition dont les effets durables restent à confirmer. Dans cette phase, une question persiste. La rupture engagée transformera-t-elle réellement le pays ou ne fera-t-elle qu'ouvrir un cycle prolongé d'adaptation fragile ? La trajectoire diplomatique engagée par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré s'appuie sur un ensemble limité mais structurant d'arguments quantitatifs mis en avant par ses partisans. Le premier concerne la situation financière du continent africain. Un rapport cité dans la source indique qu'environ 40% des pays africains seraient en situation de surendettement. Cette proportion, utilisée pour illustrer une fragilité structurelle profonde, sert à montrer que les mécanismes fondés sur les prêts occidentaux ne permettent plus de garantir la stabilité recherchée. La logique qui en découle est simple. Un pays ne peut s'affirmer souverain s'il évolue dans un environnement
où sa marge de décision dépend d'obligations financières extérieures. La phrase d'explication s'impose d'elle-même. Cette part élevée souligne la vulnérabilité persistante des modèles dépendants. Un deuxième repère, bien que non chiffré explicitement, est au cœur du discours. L'expérience cubaine en matière de santé. La source indique que malgré des pressions économiques constantes et un embargo durable, Cuba a réussi à construire un système médical solide, fondé sur la prévention et la formation. Les partisans d'Ibrahim Traoré mettent en avant cette résilience comme un argument central pour justifier une coopération plus étroite. L'idée n'est pas de comparer des performances statistiques, mais de montrer qu'un pays soumis à des contraintes sévères peut tout de même renforcer ses services essentiels. Le sens de la phrase explicative, dans ce cadre, est clair. La réussite cubaine signale qu'un modèle efficace peut naître même sous forte limitation. Le troisième élément mobilisé renvoie au domaine énergétique. La source ne fournit pas de chiffres sur la situation du Venezuela ou sur les pénuries du Burkina Faso, mais souligne que le pays sud-américain, bien qu'affaibli économiquement, conserve une expertise dans la gestion de ressources énergétiques. Cette capacité opérationnelle est présentée par les soutiens du repositionnement comme une ressource précieuse pour atténuer les coupures d'électricité au Burkina Faso. Dans ce raisonnement, l'expérience d'un pays soumis à des tensions extérieures constitue un savoir-faire à transférer. La phrase explicative associée s'impose dans la logique du discours. Cette expertise suggère qu'une amélioration progressive reste possible malgré les contraintes. Pris ensemble, ces trois éléments, dette africaine, résilience sanitaire cubaine, expérience énergétique vénézuélienne, forment la colonne vertébrale du plaidoyer pour la nouvelle orientation diplomatique. Ils ne constituent pas une démonstration exhaustive, mais ils servent de preuve minimale pour défendre un repositionnement présenté comme nécessaire face aux limites du modèle antérieur. Pour les partisans, l'argument est double. D'un côté, les chiffres ou constats mobilisés montrent que les solutions traditionnelles n'ont pas apporté les résultats attendus. De l'autre, l'observation d'acteurs extérieurs ayant résisté à des contraintes économiques ou politiques constitue une source d'inspiration pour un pays cherchant à redéfinir ses attaches internationales. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à dissiper les inquiétudes formulées par les critiques. Ceci rappelle que les données disponibles restent partielles, qu'elles ne garantissent pas la stabilité à venir et que la transition repose encore sur des hypothèses non vérifiées. La tension entre ambition souverainiste et prudence stratégique demeure forte. L'enjeu n'est pas seulement d'accumuler des preuves, mais de décider si ces éléments factuels permettent réellement d'imaginer un modèle diplomatique moins dépendant, capable de traverser un environnement international chargé d'incertitudes structurelles. Le débat autour du repositionnement diplomatique du Burkina Faso révèle deux lectures opposées qui mobilisent chacune des arguments solides. La première, portée par les soutiens de la nouvelle orientation, affirme que le modèle fondé sur l'aide occidentale n'a pas permis de résoudre les difficultés structurelles du pays. Selon eux, les mécanismes associés au partenariat traditionnel ont consolidé une dépendance durable, réduisant la capacité de l'État à définir ses priorités. Ils rappellent que cette logique a contribué à maintenir une fragilité interne, visible dans la persistance des pénuries énergétiques ou dans la faiblesse du système de santé. La diversification des alliances serait alors une étape nécessaire pour sortir d'un cadre devenu trop étroit. En face, les critiques expriment une inquiétude structurée. Pour eux, le choix de s'associer à Cuba et au Venezuela comporte des risques élevés. Ces pays affrontent eux-mêmes des sanctions, des tensions géopolitiques et des difficultés économiques persistantes. S'appuyer sur eux pourrait exposer le Burkina Faso à des pressions supplémentaires et fragiliser ses marges financières. Les opposants soulignent que les partenariats occidentaux, malgré leurs limites, ont permis un accès régulier au financement, à l'assistance technique et à certaines infrastructures essentielles. Abandonner brutalement ce cadre pourrait provoquer un déséquilibre difficile à absorber. La réponse Stillman s'appuie sur les données et constate présents dans la source. Les partisans du repositionnement reconnaissent que les risques sont réels, mais ajoutent que les modèles antérieurs n'ont pas produit les résultats attendus.
Il rappelle que 40% des pays africains sont aujourd'hui en situation de surendettement, un signe fort des limites des mécanismes fondés sur les prêts occidentaux. Il considère que chercher des alternatives n'est pas une fuite en avant, mais une tentative de briser un cycle devenu trop contraignant. La question n'est donc pas d'ignorer les risques, mais de déterminer si le maintien du statu quo offrirait plus de stabilité qu'une transition progressive vers un modèle plus autonome. Souveraineté comme pivot. Ce point médian révèle un glissement discret mais décisif dans la manière dont le Burkina Faso conçoit sa place internationale. Les discours favorables à Ibrahim Traoré montrent qu'il ne s'agit plus seulement de rééquilibrer des alliances, mais de redéfinir le principe même qui structure les relations extérieures du pays. Le choix de coopérer avec Cuba et le Venezuela n'est pas présenté comme un simple déplacement d'appui, mais comme la volonté d'affirmer qu'un État africain peut refuser certaines dépendances anciennes et assumer une trajectoire plus indépendante, même dans un environnement tendu. Cette révélation modifie la lecture générale du virage engagé. Elle suggère que la stratégie diplomatique n'est pas motivée uniquement par une logique de réaction aux pressions occidentales, mais par une ambition plus profonde, inscrire la souveraineté au centre de toutes les décisions futures. Ce recentrage ouvre un espace conceptuel nouveau dans lequel le pays cherche à se percevoir comme un acteur capable de négocier d'autres marges de manœuvre sans rompre totalement avec les réalités géopolitiques qui l'entourent. La question qui en découle devient plus subtile. Ce désir d'autonomie peut-il se transformer en orientation durable ? Les effets potentiels de la nouvelle orientation diplomatique engagée par le Burkina Faso peuvent être observés au travers de 4 axes majeurs, chacun révélant des conséquences différentes pour la société, les institutions et la position régionale du pays. Les partisans d'Ibrahim Traoré y voient une occasion d'amorcer un repositionnement structuré, tandis que les critiques redoutent des fragilités supplémentaires. Les effets restent incertains, mais plusieurs tendances émergent du discours accompagnant ce virage stratégique. 1. Population. Dans le cas de la population pour une partie des citoyens, la coopération envisagée avec Cuba représente un espoir d'amélioration des services publics, notamment dans la santé. Le modèle cubain, axé sur la prévention et la formation, est perçu comme une ressource permettant de renforcer un système médical longtemps fragile. Cette perspective nourrit l'idée que le pays pourrait, à terme, réduire sa dépendance aux programmes occidentaux. Cependant, la concrétisation de ces bénéfices reste conditionnée à la capacité du Burkina Faso à intégrer les compétences proposées dans un contexte économique limité. 2. Dynamique nationale dans la dynamique nationale. Sur le plan interne, l'alliance avec le Venezuela est présentée comme un moyen de répondre aux pénuries d'électricité, un des obstacles majeurs au développement industriel et social. L'expertise vénézuélienne, même issue d'un environnement contraint, pourrait servir à améliorer progressivement la gestion des ressources énergétiques. Cette piste offre une marge de stabilité supplémentaire pour les activités économiques locales. Toutefois, l'incertitude entourant la situation du Venezuela rappelle que ces résultats pourraient prendre du temps à se matérialiser. 3. Négociations diplomatiques. Dans les négociations diplomatiques. À l'extérieur, la décision de s'écarter des partenaires occidentaux traditionnels comporte des risques diplomatiques évidents. Les réactions anticipées, pressions, critiques, éventuelles sanctions pourraient fragiliser certains projets ou réduiraient la capacité du pays à accéder à certains financements. Mais les partisans du virage défendent une lecture différente. En rééquilibrant ses alliances, le Burkina Faso chercherait à imposer une diplomatie fondée sur le respect mutuel, moins dépendante des cadres hérités de la période postcoloniale. Cette posture, bien que risquée, vise à créer un espace d'autonomie dans un paysage géopolitique saturé d'influences concurrentes. 4. Position régionale dans la position régionale. Enfin, au niveau continental, cette reconfiguration pourrait attirer l'attention d'autres États africains. Le geste du Burkina Faso est perçu comme un signal adressé au continent. L'idée qu'il existe des alternatives au modèle dominant. Si la stratégie portée par Ibrahim Traoré produit des résultats tangibles, même partiels, elle pourrait inspirer des voisins confrontés à des défis similaires.
A l'inverse, si les tensions s'accentuent ou si les effets internes restent limités, cette expérience pourrait renforcer la prudence d'autres gouvernements et figer davantage certains équilibres existants. L'ensemble dessine un paysage où chaque axe comporte des opportunités autant que des risques. Rien n'est encore stabilisé, mais les débats témoignent d'une anticipation forte. Ce virage pourrait transformer durablement la manière dont le pays conçoit son rôle au sein du continent et au-delà. Les mois à venir dessinent plusieurs trajectoires possibles pour le Burkina Faso, chacune reflétant la fragilité, mais aussi les aspirations du repositionnement engagé. Les discours entourant la stratégie actuelle insistent sur 3 scénarios probables, structurés par les partenariats avec Cuba et le Venezuela et par les réactions internationales susceptibles d'accompagner ce virage. Ces projections ne constituent pas des prédictions fermes, mais plutôt des cadres d'évolution dans lesquels le pays pourrait naviguer au cours des 6 à 12 prochains mois. La dynamique avance lentement, avec quelques progrès visibles dans les secteurs prioritaires. Des améliorations limitées apparaissent dans les services de santé grâce aux coopérations amorcées avec Cuba. Côté énergie, les pistes vénézuéliennes apportent une stabilisation partielle, mais les coupures et tensions locales persistent. Le Burkina Faso maintient son orientation souverainiste tout en absorbant des difficultés sans rupture majeure ni avancée spectaculaire. Dans cette version, les collaborations se concrétisent plus rapidement que prévu. Le secteur de la santé se renforce grâce à des échanges techniques réussis, et les infrastructures énergétiques commencent à se stabiliser de manière notable. Les bénéfices, même modestes, suffisent à convaincre une partie des citoyens que le choix d'autonomie impulsé par la transition est viable. Certains pays africains observent cette évolution avec intérêt, envisageant de s'en inspirer en fonction des résultats obtenus. Les pressions extérieures se renforcent, notamment du côté des anciens partenaires occidentaux. Le climat diplomatique se dégrade, entraînant des tensions économiques ou un ralentissement de certains projets nationaux. Les coopérations avec Cuba et le Venezuela ne parviennent pas à compenser ces contraintes, laissant le pays dans une situation délicate. Les critiques de la stratégie initiale y voient la preuve que la rupture comportait des risques difficiles à maîtriser. Au-delà de ces 3 trajectoires, une recommandation conceptuelle traverse les discours. Le pays doit adopter une logique d'adaptation progressive. Ni l'optimisme ni la prudence excessive ne suffisent, c'est la capacité à ajuster le cap, à absorber les pressions et à maintenir la cohérence du projet souverainiste qui déterminera la solidité du virage engagé. Les répercussions du virage diplomatique entrepris par le Burkina Faso ne concernent pas seulement les cercles politiques ou stratégiques. Elles traversent la vie quotidienne et les attentes de plusieurs groupes sociaux. Les discours entourant cette transition montrent comment chaque sensibilité interprète différemment les choix opérés, révélant des préoccupations variées mais profondément ancrées dans la réalité du pays. Pour une partie des citoyens, le repositionnement impulsé par la transition évoque la possibilité d'un État capable de décider sans pression extérieure excessive. Cette perspective nourrit un imaginaire de souveraineté longtemps considéré comme hors de portée. L'idée d'une coopération plus libre, notamment dans la santé ou l'énergie, est perçue comme une opportunité d'améliorer les services essentiels sans conditionnalité lourde. D'autres citoyens appréhendent cette orientation avec réserve. Ils redoutent que la rupture avec les partenaires traditionnels n'entraîne des tensions économiques ou diplomatiques susceptibles de fragiliser des foyers déjà confrontés à des difficultés structurelles. Leur inquiétude se concentre sur le court terme, emploi, prix des biens essentiels, stabilité des services publics. Une 3e sensibilité s'attache moins aux risques immédiats qu'aux implications plus larges. Pour ces observateurs, le choix du Burkina Faso questionne le continent africain dans son ensemble. Ils se demandent si ce virage pourrait inspirer d'autres États ou, au contraire, renforcer certaines hésitations. Ce groupe voit dans cette transition un test, celui de déterminer si un pays peut réellement redéfinir ses alliances. Ces 3 regards, parfois divergents, témoignent d'une même réalité. L'avenir du pays dépendra autant des résultats concrets que de la façon dont les citoyens interpréteront la cohérence et la solidité de la trajectoire engagée.
La transition engagée oblige désormais le Burkina Faso à transformer une orientation diplomatique en mécanisme opérationnel. Les discours qui accompagnent le virage souverainiste exposent plusieurs lignes directrices, non comme un programme officiel, mais comme une logique d'action permettant de consolider les ambitions portées par Ibrahim Traoré. Ces étapes esquissées servent à structurer la continuité du projet. L'ensemble vise une cohérence, traduire un choix diplomatique en architecture durable, capable de résister aux tensions extérieures tout en consolidant des secteurs essentiels du pays. Au terme de cette trajectoire encore fragile, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme le fil qui relie toutes les étapes évoquées. Les premiers signaux dans la santé ou l'énergie, encore modestes, rappellent les micro-cas mentionnés plus tôt. Ces gestes initiaux servent moins à démontrer une réussite immédiate qu'à établir un socle pour un projet plus vaste. Le pays avance dans un espace où chaque décision devient à la fois un test et une affirmation, comme si la recherche de souveraineté devait s'appuyer sur des preuves successives, patientes, construites dans la durée. Ce mouvement porte aussi une dimension humaine. Derrière les alliances, les discours et les réajustements diplomatiques demeure l'idée d'un pays cherchant à récupérer la maîtrise de ses choix, même au milieu d'un environnement international tendu. Les soutiens de la transition y voient une tentative de rendre cohérentes les ambitions internes et les contraintes externes. Les critiques rappellent la fragilité du chemin. Mais au-delà des oppositions, un motif persiste, celui d'une volonté de reprendre possession d'un destin souvent guidé de l'extérieur. La souveraineté se construit pas à pas. Le tournant entrepris par le Burkina Faso ne se limite pas à une succession de décisions diplomatiques. Il ouvre un espace de réflexion collective sur la manière dont un pays peut redéfinir ses alliances et affirmer son identité dans un monde traversé par des rivalités persistantes. Les choix évoqués dans cette trajectoire, qu'ils concernent la santé, l'énergie ou les marges de manœuvre diplomatiques, posent une question simple mais essentielle. Comment un État peut-il renforcer sa cohérence interne tout en naviguant dans un environnement international instable ? Cette dynamique invite chacun, citoyen, observateur, acteur du continent, à s'interroger sur les possibilités qu'offre une stratégie fondée sur la souveraineté et la diversification des partenaires. Elle rappelle aussi que les transitions profondes ne se mesurent pas seulement en résultats immédiats, mais dans la capacité d'un pays à maintenir un cap face aux tensions externes. Pour continuer à explorer ces enjeux, chacun peut contribuer au débat, partager ses analyses ou exprimer ses doutes.